Dans la pénombre des ruelles médiévales, là où les pavés luisent sous la pluie, et où l'odeur de humidité se mêle à celle des bêtes, s'élève une ville rongée par la peur. Hamelin. Chaque nuit, les habitants sont prisonniers d'un vacarme de griffes, de couinements et de rongeurs qui dévorent leurs réserves. On raconte que les rats grimpaient jusque dans les lits, mordaient les nourrissons dans leur sommeil, et que les greniers, autrefois remplis de blé doré, n'étaient en plus que poussière et os de grains rongés. La peste rampait dans chaque recoin, et la misère transformait les rires des enfants en pleurs étouffés. Puis un étranger fit son apparition. Drapé d'un manteau étincelant aux couleurs changeantes, presque irréel, il avançait avec la lenteur d'un homme qui n'a rien à prouver. Ses yeux semblaient percer l'âme de ceux qui croisirent son regard. D'une voix posée, il promit de débarrasser Hamelin de ses rats en échange d'une récompense. Les conseillers ricanaient, mais le peuple, désespéré, supplia qu'on accepte. Alors l'homme leva une flûte sculptée dans un bois sombre, et lorsqu'il en souffla la première note, le monde sembla basculer. La musique était étrange, presque liquide, coulant à travers les pierres, s'insinuant dans les fissures, glissant sous les portes closes. Les rats sortirent en masse comme attirés par un aimant invisible. Des centaines, des milliers, formant une marée mouvante, docile et silencieuse. Les habitants, pétrifiés, observèrent leur cauchemar s'incarner puis se dissoudre. Le joueur conduisit les bêtes jusqu'à la rivière. Sans hésiter, une à une, elles s'y jetèrent, leur corps tourbillonnant dans le courant jusqu'à ce que la surface redevienne lisse. Un souffle parcourut la foule. Hamelin était sauvé. Mais lorsque l'étranger réclama son dû, les conseillers éclatèrent de rire. Ils refusèrent de payer, affirmant qu'aucune fortune n'était due pour de simples notes. L'homme se contenta de les fixer, un silence lourd, puis il repartit. Quelques jours plus tard, un matin voilé de brume, la flûte résonna à nouveau. Mais cette fois, ce ne furent pas les rats qui se levèrent. Ce furent les enfants, leurs yeux vides, leurs sourires doux, comme bercés par un rêve qu'eux seuls entendaient. Ils sortirent des maisons, serrant parfois leurs poupées, titubant parfois pieds nus sur les pavés. Les parents criaient, se jetaient à genoux, mais aucune main ne retenait ces petits corps happés par la mélodie. Le joueur de flûte les mena hors de la ville, jusqu'à une montagne sombre. La roche s'ouvrit telle une gueule affamée, et lorsque les enfants y entrèrent, elle se referma derrière eux. Seuls restèrent ceux qui n'avaient pas pu suivre, les boiteux, les sourds. Hamelin n'eut plus jamais d'avenir, car son rire s'était éteint pour toujours. Et dans le silence qui suivit, l'histoire continua à se propager, jusqu'à devenir un avertissement. On ne trompe pas celui qui maîtrise la musique des ombres. Bien loin de là, une autre forêt, dense et étouffante, cachait ses secrets derrière les troncs noueux et les murmures des branches. C'est dans cette obscurité que marchait une petite fille vêtue d'un capuchon rouge éclatant. On l'appelait le petit chaperon rouge. On croit souvent que son histoire est douce, mais les forêts ne pardonnent pas aux naïfs. Sa mère l'avait envoyé porter un panier à sa grand-mère malade. Mais chaque pas dans ces bois résonnait comme un avertissement. L'air était lourd, saturé d'une odeur de mousse et de chair humide. C'est alors qu'elle croisa le loup. Pas une bête ordinaire, mais une créature immense, ses yeux jaunes brillants comme deux lanternes dans l'ombre. Il parlait avec une douceur trompeuse, et la fillette, innocente, lui révéla où elle allait. Le loup s'élança par un sentier plus court. Lorsque le chaperon arriva à la maison, ce n'était plus sa grand-mère qui l'attendait, mais une silhouette couchée, le visage caché sous des draps. La pièce était saturée d'une odeur métallique, comme du sang déjà séché. « Grand-mère, que vous avez de grandes dents !» dit-elle, la voix tremblante. Et dans le sourire qui suivit, elle comprit. Le loup bondit, les mâchoires claquèrent, et le cri s'éteignit dans l'air lourd. Dans certaines versions, un chasseur surgit, éventra la bête et sauva la fillette et sa grand-mère. Mais d'autres récits plus anciens affirment que personne n'est venu, que le rouge de la cape s'est mêlé au rouge du sang, et que la forêt a dévoré 2 âmes de plus. Plus loin encore, dans une chaumière misérable, vivaient 2 enfants, Hansel et Gretel. Leurs parents, accablés par la famine, décidèrent de les abandonner. La nuit, le vent hurlait,
portant les pleurs des petits vers les arbres. Hansel, rusé, sema des cailloux blancs pour retrouver le chemin. Mais la seconde fois, il n'eut que du pain, et les oiseaux engloutirent chaque miette. Les enfants erraient, épuisés, affamés, jusqu'à apercevoir une maison étrange, faite de pain, de gâteaux et de sucre scintillant. L'odeur était enivrante, irrésistible. Mais à l'intérieur vivait une sorcière, vieille et tordue, dont les yeux reflétaient une faim pire que la leur. Elle enferma Hansel dans une cage, le nourrissant chaque jour pour l'engraisser, tandis qu'elle forçait Gretel à travailler. Le feu crépitait, la braise attendait, et le four béait comme une gueule monstrueuse. Mais Gretel, rusée, poussa la sorcière dans sa propre fournaise. Les cris furent si perçants qu'on raconte encore que les arbres les ont gravés dans leur écorce. Les contes, loin d'être des berceuses, sont des avertissements gravés dans l'ombre. Blanche-Neige, par exemple, n'était pas seulement une princesse endormie. Sa beauté déclencha une haine si noire que sa belle-mère, la reine, ordonna qu'on lui arrache le cœur. Le chasseur, tremblant, n'osa pas. Mais la reine, ivre de jalousie, tenta encore et encore. Le peigne empoisonné, le corset qui serrait jusqu'à l'étouffement, et enfin la pomme, rouge comme le sang. Blanche-Neige tomba, figée, ses lèvres froides comme le marbre. Elle resta ainsi, prisonnière de ce sommeil funeste, jusqu'à ce qu'un baiser la réveille. Mais qui peut dire si ce fut un acte d'amour, ou un acte de possession d'un corps sans défense? Les anciens récits ne sont pas tendres. Ils murmurent que la frontière entre le baiser et le vold, une vie est mince, très mince. Cendrillon aussi cache un secret plus sombre. Ses demi-sœurs, dans les versions oubliées, allèrent jusqu'à mutiler leurs pieds pour entrer dans la pantoufle de verre. Le sang coulait, maculant le cristal. Mais l'obsession de devenir reine les rendait aveugles à la douleur. Lorsque la vérité éclata, les oiseaux crevèrent leurs yeux en plein jour, les laissant aveugles et hurlantes, condamnées à errer dans leur propre noirceur. La belle au bois dormant, elle, ne s'endormit pas d'un simple sort. Dans les contes les plus anciens, elle resta plongée dans son sommeil jusqu'à ce qu'un roi, non pas un prince charmant, la trouve. Et là, endormie, vulnérable, elle fut possédée. Lorsqu'elle s'éveilla, ce fut non pas à l'appel d'un baiser, mais au cri de ses propres enfants, nés de l'ombre d'un viol. Voilà la cruauté des récits originels, gommés par les siècles pour devenir des fables édulcorées. Et que dire de Barbe Bleue, l'homme aux clés interdites? Sa femme, curieuse, découvrit la chambre secrète. Les murs y étaient tapissés de corps pendus, les chairs figées, les yeux vides des anciennes épouses. Le sang gouttait encore sur les pierres froides. Quand elle laissa tomber la clé tachée, elle sut qu'il n'y aurait pas de pardon. La maison elle-même semblait retenir son souffle, comme si les murs attendaient d'accueillir une nouvelle victime. Ces contes, transmis de bouche en bouche, portent les cicatrices de la peur, de la faim, de la mort. Ils n'étaient pas faits pour endormir les enfants, mais pour leur apprendre que le monde est cruel, que les bois sont remplis de crocs, que la faim pousse à la trahison et que la beauté attire la jalousie meurtrière. Alors, la prochaine fois que tu entendras une berceuse douce, demande-toi quelles ombres ont été effacées derrière chaque mot, car les versions édulcorées que nous connaissons ne sont que des masques. Derrière elles, il reste la vérité, celle d'un monde où la musique peut voler les enfants, où la forêt dévore les imprudents, où l'amour se confond avec la possession, et où chaque fin heureuse cache un prix payé dans le sang. Et ces histoires ne sont pas mortes. Elles vivent encore, chuchotées dans les veillées, gravées dans nos peurs les plus profondes. Car les contes ne sont pas des mensonges. Ils sont des avertissements, des cris venus d'un autre temps. Et si tu tends bien l'oreille, peut-être entendras-tu encore dans le souffle du vent la mélodie d'une flûte qui t'appelle.